Chapitre 13. La banquise. Le Nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud. Il suivait le 50e méridien avec une vitesse considérable. Voulait-il donc atteindre le pôle? Je ne le pensais pas, car jusqu'ici toutes les tentatives pour s'élever jusqu'à ce point du globe avaient échoué. La saison d'ailleurs était déjà fort avancée, puisque le 13 mars des terres antarctiques correspond au 13 septembre des régions boréales qui commence la période équinoxiale. Le 14 mars, j'aperçus des glaces flottantes par 55 degrés de latitude, simples débris blafards de 20 à 25 pieds, formant des écueils sur lesquels la mer déferlait. Le Nautilus se maintenait à la surface de l'océan. Ned Land, ayant déjà pêché dans les mers arctiques, était familiarisé avec ce spectacle des icebergs. Conseil et moi, nous l'admirions pour la première fois. Dans l'atmosphère, vers l'horizon du sud, s'étendait une bande blanche d'un éblouissant aspect. Les baleiniers anglais lui ont donné le nom de Ice Blink. Quelque épais que soient les nuages, ils ne peuvent l'obscurcir. Elle annonce la présence d'un pack ou banc de glace. En effet, bientôt apparurent des blocs plus considérables dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume. Quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes, comme si le sulfate de cuivre en eût tracé les lignes ondulées. D'autres, semblables à d'énormes améthystes, se laissaient pénétrer par la lumière. Celles-ci réverbéraient les rayons du jour sur les 1000 facettes de leurs cristaux, celles-là, nuancées des vifs reflets du calcaire, auraient suffi à la construction de toute une ville de marbre. Plus nous descendions au sud, plus ces îles flottantes gagnaient en nombre et en importance. Les oiseaux polaires y nichaient par milliers. C'étaient des pétrels, des damiers, des puffins qui nous assourdissaient de leurs cris. Quelques-uns, prenant le Nautilus pour le cadavre d'une baleine, venaient s'y reposer et piquer de coups de bec sa tôle sonore. Pendant cette navigation au milieu des glaces, le capitaine Nemo se tint souvent sur la plate-forme. Il observait avec attention ces parages abandonnés. Je voyais son calme regard s'animer parfois. Se disait-il que dans ces mers polaires interdites à l'homme, il était là, chez lui, maître de ces infranchissables espaces? Peut-être. Mais il ne parlait pas. Il restait immobile, ne revenant à lui que lorsque ses instincts de manœuvrier reprenaient le dessus. Dirigeant alors son Nautilus avec une adresse consommée, il évitait habilement le choc de ces masses dont quelques-unes mesuraient une longueur de plusieurs milles sur une hauteur qui variait de 70 à 80 mètres. Souvent l'horizon paraissait entièrement fermé. À la hauteur du 60e degré de latitude, toute passe avait disparu. Mais le capitaine Nemo, cherchant avec soin, trouvait bientôt quelque étroite ouverture par laquelle il se glissait audacieusement, sachant bien, cependant, qu'elle se refermerait derrière lui. Ce fut ainsi que le Nautilus, guidé par cette main habile, dépassa toutes ces glaces, classées, suivant leur forme ou leur grandeur, avec une précision qui enchantait Conseil. Icebergs ou montagnes, icefields ou champs unis et sans limite, drift ice ou glaces flottantes, packs ou champs brisés nommés palks quand ils sont circulaires, et streams lorsqu'ils sont faits de morceaux allongés. La température était assez basse. Le thermomètre exposé à l'air extérieur marquait 2 ou 3 degrés au-dessous de zéro, mais nous étions chaudement habillés de fourrures dont les phoques et les ours marins avaient fait les frais. L'intérieur du Nautilus, régulièrement chauffé par ses appareils électriques, défiait les froids les plus intenses. D'ailleurs, il lui eût suffi de s'enfoncer à quelques mètres au-dessous des flots pour y trouver une température supportable. 2 mois plus tôt, nous aurions joui sous cette latitude d'un jour perpétuel. Mais déjà la nuit se faisait pendant 3 ou 4 heures, et plus tard, elle devait jeter 6 mois d'ombre sur ces régions circumpolaires. Le 15 mars, la latitude des îles New Shetland et des Orkney du Sud fut dépassée. Le capitaine m'apprit qu'autrefois de nombreuses tribus de phoques habitaient ces terres, mais les baleiniers anglais et américains, dans leur rage de destruction, massacrant les adultes et les femelles pleines, là où existait l'animation de la vie, avaient laissé après eux le silence de la mort. Le 16 mars, vers 8 heures du matin, le Nautilus, suivant le 55e méridien, coupa le cercle polaire antarctique. Les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon. Cependant, le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours. « Mais où va-t-il » demandai-je. « Devant lui, » répondait Conseil. « Après tout, lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin, il s'arrêtera. »« Je n'en jurerais pas, » répondis-je. Et pour être franc, j'avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point.
À quel degré m'émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles, je ne saurais l'exprimer. Les glaces prenaient des attitudes superbes. Ici, leur ensemble formait une ville orientale avec ses minarets et ses mosquées innombrables. Là, une cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol. Aspect incessamment varié par les obliques rayons du soleil ou perdu dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige. Puis, de toutes parts, des détonations, des éboulements, de grandes culbutes d'iceberg qui changeaient le décor comme le paysage d'un diorama. Lorsque le Nautilus était immergé au moment où se rompaient ses équilibres, le bruit se propageait sous les eaux avec une effrayante intensité, et la chute de ces masses créait de redoutables remous jusque dans les couches profondes de l'océan. Le Nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à la furie des éléments. Souvent, ne voyant plus aucune issue, je pensais que nous étions définitivement prisonniers, mais l'instinct le guidant, sur le plus léger indice, le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles. Il ne se trompait jamais en observant les minces filets d'eau bleuâtre qui sillonnaient les icefields. Aussi ne mettais-je pas en doute qu'il n'eût aventuré déjà le Nautilus au milieu des mers antarctiques. Cependant, dans la journée du 16 mars, les champs de glace nous barrèrent absolument la route. Ce n'était pas encore la banquise, mais de vastes icefields cimentés par le froid. Cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo, et il se lança contre l'icefields avec une effroyable violence. Le Nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles. C'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie. Les débris de glace, haut projetés, retombaient en grêle autour de nous. Par sa seule force d'impulsion, notre appareil se creusait un chenal. Quelquefois, emporté par son élan, il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids, ou par instant, enfourné sur l'icefield, il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures. Pendant ces journées de violents grains nous assaillirent. Par certaines brumes épaisses, on ne se fût pas vu d'une extrémité de la plate-forme à l'autre. Le vent sautait brusquement à tous les points du compas. La neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pic. Rien qu'à la température de 5 degrés au-dessous de zéro, toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glace. Un gréement n'aurait pu se manœuvrer, car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies. Un bâtiment sans voile, ému par un moteur électrique qui se passait de charbon, pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes. Dans ces conditions, le baromètre se tint généralement très bas. Il tomba même à 73,5 degrés. Les indications de la boussole n'offraient plus aucune garantie. Ses aiguilles affolées marquaient des directions contradictoires en s'approchant du pôle magnétique méridional qui ne se confond pas avec le sud du monde. En effet, suivant Anston, ce pôle est situé à peu près par 70 degrés de latitude et 130 degrés de longitude, et d'après les observations de Duperrey, par 135 degrés de longitude et 60 degrés 30 minutes de latitude. Il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés à différentes parties du navire et prendre une moyenne. Mais souvent, on s'en rapportait à l'estime pour relever la route parcourue, méthode peu satisfaisante au milieu de ces passes sinueuses dont les points de repère changent incessamment. Enfin, le 18 mars, après 20 assauts inutiles, le Nautilus se vit définitivement enrayé. Ce n'étaient plus ni les streams, ni les patchs, ni les icefields, mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles. « La banquise !» me dit le Canadien. Je compris que pour Ned Land, comme pour tous les navigateurs qui nous avaient précédés, c'était l'infranchissable obstacle. Le soleil ayant un instant paru vers midi, le capitaine Nemo obtint une observation assez exacte qui donnait notre situation par 51 degrés 30 minutes de longitude et 67 degrés 39 minutes de latitude méridionale. C'était déjà un point avancé des régions antarctiques. De mer, de surface liquide, il n'y avait plus apparence devant nos yeux. Sous l'éperon du Nautilus s'étendait une vaste plaine tourmentée, enchevêtrée de blocs confus, avec tout ce pêle-mêle capricieux qui caractérise la surface d'un fleuve quelque temps avant la débâcle des glaces, mais sur des proportions gigantesques. Ça et là, des pics aigus, des aiguilles déliées s'élevant à une hauteur de 200 pieds, plus loin, une suite de falaises taillées à pic et revêtues de teintes grisâtres,
vaste miroir qui reflétait quelques rayons de soleil à demi noyés dans les brumes. Puis, sur cette nature désolée, un silence farouche, à peine rompu par le battement d'ailes des pétrels ou des puffins. Tout était gelé alors, même le bruit. Le Nautilus dut donc s'arrêter dans son aventureuse course au milieu des champs de glace. Monsieur, me dit ce jour-là Ned Land, si votre capitaine va plus loin, eh bien, ce sera un maître homme. Pourquoi, Ned? Parce que personne ne peut franchir la banquise. Il est puissant, votre capitaine, mais, mille diables, il n'est pas plus puissant que la nature. Et là où elle a mis des bornes, il faut que l'on s'arrête, bon gré mal gré. En effet, Ned Land. Et cependant j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise. Un mur, voilà ce qui m'irrite le plus. Monsieur a raison, dit Conseil. Les murs n'ont été inventés que pour agacer les savants. Il ne devrait y avoir de murs nulle part. Bon, fit le Canadien. Derrière cette banquise, on sait bien ce qui se trouve. Quoi donc? Demandai-je. De la glace. Et toujours de la glace. Vous êtes certain de ce fait, Ned, répliquai-je. Mais moi je ne le suis pas. Voilà pourquoi je voudrais aller voir. Eh bien, monsieur le professeur, répondit le Canadien, renoncez à cette idée. Vous êtes arrivé à la banquise, ce qui est déjà suffisant, et vous n'irez pas plus loin, ni votre capitaine Nemo, ni son Nautilus, et qu'il le veuille ou non, nous reviendrons vers le nord, c'est-à-dire au pays des honnêtes gens. Je dois convenir que Ned Land avait raison, et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace, ils devront s'arrêter devant la banquise. En effet, malgré ses efforts, malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces, le Nautilus fut réduit à l'immobilité. Ordinairement, qui ne peut aller plus loin en est quitte pour revenir sur ses pas. Mais ici, revenir était aussi impossible qu'avancer, car les passes s'étaient refermées derrière nous, et pour peu que notre appareil demeurât stationnaire, il ne tarderait pas à être bloqué. Ce fut même ce qui arriva vers 2 heures du soir, et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité. Je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'imprudente. J'étais en ce moment sur la plate-forme. Le capitaine, qui observait la situation depuis quelques instants, me dit « Eh bien, monsieur le professeur, qu'en pensez-vous » « Je pense que nous sommes pris, capitaine. »« Pris? Et comment l'entendez-vous » ?»« J'entends que nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière, ni d'aucun côté. C'est, je crois, ce qui s'appelle pris, du moins sur les continents habités. »« Ainsi, monsieur Aronnax, vous pensez que le Nautilus ne pourra pas se dégager ?» Difficilement, capitaine, car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces. Ah, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique, vous serez toujours le même. Vous ne voyez qu'empêchements et obstacles. Moi, je vous affirme que non seulement le Nautilus se dégagera, mais qu'il ira plus loin encore. Plus loin au sud? Demandai-je en regardant le capitaine. Oui, monsieur. Il ira au pôle. Au pôle? M'écriai-je, ne pouvant retenir un mouvement d'incrédulité. Oui, répondit froidement le capitaine, au pôle antarctique, à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe. Vous savez si je fais du Nautilus ce que je veux. Oui, je le savais. Je savais cet homme audacieux jusqu'à la témérité, mais vaincre ces obstacles qui hérissent le pôle sud, plus inaccessible que ce pôle Nord non encore atteint par les plus hardis navigateurs, n'était-ce pas une entreprise absolument insensée, et que seul l'esprit d'un fou pouvait concevoir? Il me vint alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine. « Non, monsieur, » me répondit-il, « et nous le découvrirons ensemble. Là où d'autres ont échoué, je n'échouerai pas. Jamais je n'ai promené mon Nautilus aussi loin sur les mers australes. Mais je vous le répète, il ira plus loin encore. »« Je veux vous croire, capitaine, repris-je d'un ton un peu ironique. Je vous crois. Allons, en avant, il n'y a pas d'obstacle pour nous. Brisons cette banquise, faisons-la sauter, et si elle résiste, donnons des ailes au Nautilus, afin qu'il puisse passer par-dessus. »« Par-dessus, monsieur le professeur ?» répondit tranquillement le capitaine Nemo. « Non point par-dessus, mais par-dessous. »« Par-dessous » m'écriai-je. Une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit. J'avais compris.
les merveilleuses qualités du Nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise. « Je vois que nous commençons à nous entendre, monsieur le professeur, » me dit le capitaine souriant à demi. « Vous entrevoyez déjà la possibilité, moi, je dirais le succès, de cette tentative. Ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile au Nautilus. Si un continent émerge au pôle, il s'arrêtera devant ce continent. Mais si, au contraire, c'est la mer libre qui le baigne, il ira au pôle même. » En effet, dis-je, entraîné par le raisonnement du capitaine, si la surface de la mer est solidifiée par les glaces, ses couches inférieures sont libres, par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer. Et si je ne me trompe, la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente comme 4 est à 1. À peu près, monsieur le professeur. Pour un pied que les icebergs ont au-dessus de la mer, ils en ont 3 au-dessous. Or, puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas une hauteur de 100 mètres, elles ne s'enfoncent que de 300. Or, qu'est-ce que 300 mètres pour le Nautilus? Rien, monsieur. Il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines, et là nous braverons impunément les 30 ou 40 degrés de froid de la surface. Juste, monsieur, très juste, répondis-je en m'animant. La seule difficulté, reprit le capitaine Nemo, sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air. N'est-ce que cela? Répliquai-je. Le Nautilus a de vastes réservoirs, nous les remplirons, et ils nous fourniront tout l'oxygène dont nous aurons besoin. Bien imaginé, monsieur Aronnax, répondit en souriant le capitaine. Mais ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité, je vous soumets d'avance toutes mes objections. En avez-vous encore? Une seule. Il est possible, si la mer existe au pôle sud, que cette mer soit entièrement prise, et par conséquent que nous ne puissions revenir à sa surface. Bon, monsieur, oubliez-vous que le Nautilus est armé d'un redoutable éperon, et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc? Monsieur le professeur, vous avez des idées aujourd'hui. D'ailleurs, capitaine, ajoutai-je en m'enthousiasmant de plus belle, pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer libre au pôle sud comme au pôle nord? Les pôles du froid et les pôles de la Terre ne se confondent ni dans l'hémisphère austral, ni dans l'hémisphère boréal, et jusqu'à preuve du contraire, on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces 2 points du sol. Je le crois aussi, monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo. Je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet, maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur. Le capitaine Nemo disait vrai. J'en étais arrivé à le vaincre en audace. C'était moi qui l'entraînais au pôle. Je le devançais, je le distançais. Mais non, pauvre fou, le capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question, et il s'amusait à te voir emporter dans tes rêveries de l'impossible. Cependant, il n'avait pas perdu un instant. À un signal, le second parut. Ces 2 hommes s'entretinrent rapidement dans leur incompréhensible langage, et soit que le second eût été antérieurement prévenu, soit qu'il trouvât le projet praticable, il ne laissa voir aucune surprise. Mais si impassible qu'il fût, il ne montra pas une plus complète impassibilité que Conseil, lorsque j'annonçai à ce digne garçon notre intention de pousser jusqu'au pôle sud. Un « comme il plaira à monsieur » accueillit ma communication, et je dus m'en contenter. Quant à Ned Land, si jamais épaules se levèrent haut, ce furent celles du Canadien. « Voyez-vous, monsieur, me dit-il, vous et votre capitaine Nemo, vous me faites pitié. Mais nous irons au pôle, maître Ned. »« Possible, mais vous n'en reviendrez pas. » Et Ned Land rentra dans sa cabine. « Pour ne pas faire un malheur, dit-il en me quittant. » Cependant, les préparatifs de cette audacieuse tentative venaient de commencer. Les puissantes pompes du Nautilus refoulaient l'air dans les réservoirs et l'emmagasinaient à une haute pression. Vers 4 heures, le capitaine Nemo m'annonça que les panneaux de la plate-forme allaient être fermés. Je jetai un dernier regard sur l'épaisse banquise que nous allions franchir. Le temps était clair, l'atmosphère assez pure, le froid très vif, 12 degrés au-dessous de zéro, mais le vent s'étant calmé, cette température ne semblait pas trop insupportable. Une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du Nautilus, et armés de pics, ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée. Opération rapidement pratiquée, car la jeune glace était mince encore.
Tous, nous rentrâmes à l'intérieur. Les réservoirs habituels se remplirent de cette eau tenue libre à la flottaison. Le Nautilus ne tarda pas à descendre. J'avais pris place au salon avec Conseil. Par la vitre ouverte, nous regardions les couches inférieures de l'océan austral. Le thermomètre remontait, l'aiguille du manomètre déviait sur le cadran. À 300 mètres environ, ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo, nous flottions sous la surface ondulée de la banquise. Mais le Nautilus s'immergea plus bas encore. Il atteignit une profondeur de 800 mètres. La température de l'eau, qui donnait 12 degrés à la surface, n'en accusait plus que 11. 2 degrés étaient déjà gagnés. Il va sans dire que la température du Nautilus, élevée par ses appareils de chauffage, se maintenait à un degré très supérieur. Toutes les manœuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision. « On passera, n'en déplaise à monsieur, » me dit Conseil. « J'y compte bien, » répondis-je avec le ton d'une profonde conviction. Sous cette mer libre, le Nautilus avait pris directement le chemin du pôle, sans s'écarter du 52e méridien. De 67 degrés 30 minutes à 90 degrés, 22 degrés et demi en latitude restaient à parcourir, c'est-à-dire un peu plus de 500 lieues. Le Nautilus prit une vitesse moyenne de 26 000 à l'heure, la vitesse d'un train express. S'il la conservait, 40 heures lui suffisaient pour atteindre le pôle. Pendant une partie de la nuit, la nouveauté de la situation nous retint, Conseil et moi, à la vitre du salon. La mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal, mais elle était déserte. Les poissons ne séjournaient pas dans les eaux prisonnières. Ils ne trouvaient là qu'un passage pour aller de l'océan Antarctique à la mer libre du pôle. Notre marche était rapide. On la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier. Vers 2 heures du matin, j'allais prendre quelques heures de repos. Conseil m'imita. En traversant les coursives, je ne rencontrai point le capitaine Nemo. Je supposais qu'il se tenait dans la cage du timonier. Le lendemain 19 mars, à 5 heures du matin, je repris mon poste dans le salon. Le loch électrique m'indiqua que la vitesse du Nautilus avait été modérée. Il remontait alors vers la surface, mais prudemment, en vidant lentement ses réservoirs. Mon cœur battait. Allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle? Non. Un choc m'apprit que le Nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise, très épaisse encore, à en juger par la matité du bruit. En effet, nous avions touché, pour employer l'expression marine, mais en sens inverse et par 1000 pieds de profondeur, ce qui donnait 2000 pieds de glace au-dessus de nous, dont 1000 émergeaient. La banquise présentait alors une hauteur supérieure à celle que nous avions relevée sur ses bords, circonstance peu rassurante. Pendant cette journée, le Nautilus recommença plusieurs fois cette même expérience, et toujours il vint se heurter contre la muraille qui plafonnait au-dessus de lui. À de certains instants, il la rencontra par 900 mètres, ce qui accusait 1200 mètres d'épaisseur, dont 200 mètres s'élevaient au-dessus de la surface de l'océan. C'était le double de sa hauteur au moment où le Nautilus s'était enfoncé sous les flots. Je notai soigneusement ces diverses profondeurs et j'obtins ainsi le profil sous-marin de cette chaîne qui se développait sous les eaux. Le soir, aucun changement n'était survenu dans notre situation. Toujours la glace entre 400 et 500 mètres de profondeur. Diminution évidente, mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan. Il était 8 heures alors. Depuis 4 heures déjà, l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du Nautilus, suivant l'habitude quotidienne du bord. Cependant, je ne souffrais pas trop, bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore demandé à ses réservoirs un supplément d'oxygène. Mon sommeil fut pénible pendant cette nuit. Espoir et crainte m'assiégeaient tour à tour. Je me relevai plusieurs fois. Les tâtonnements du Nautilus continuaient. Vers 3 heures du matin, j'observai que la surface inférieure de la banquise se rencontrait seulement par 50 mètres de profondeur. 150 pieds nous séparaient alors de la surface des eaux. La banquise redevenait peu à peu Icefield. La montagne se refaisait la plaine. Mes yeux ne quittaient plus le manomètre. Nous remontions toujours en suivant par une diagonale la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques. La banquise s'abaissait en dessus et en dessous par des rampes allongées. Elle s'amincissait de mille en mille. Enfin,
À 6 heures du soir, ce jour mémorable de 19 mars, la porte du salon s'ouvrit. Le capitaine Nemo parut. La mer libre, me dit-il. Chapitre 14. Le pôle Sud. Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À peine quelques glaçons épars, des icebergs mobiles, au loin une mer étendue. Un monde d'oiseaux dans les airs, et des myriades de poissons sous ces eaux qui, suivant les fonds, variaient du bleu intense au vert olive. Le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessus de zéro. C'était comme un printemps relatif enfermé derrière cette banquise dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord. « Sommes-nous au pôle » demandai-je au capitaine, le cœur palpitant. « Je l'ignore, » me répondit-il. « À midi, nous ferons le point. »« Mais le soleil se montrera-t-il à travers ces ombres » dis-je en regardant le ciel grisâtre. « Si peu qu'il paraisse, il me suffira, » répondit le capitaine. À 10 milles du Nautilus, vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres. Nous marchions vers lui, mais prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. 1 heure après, nous avions atteint l'îlot. 2 heures plus tard, nous achevions d'en faire le tour. Il mesurait 4 à 5 milles de circonférence. Un étroit canal le séparait d'une terre considérable, un continent peut-être, dont nous ne pouvions apercevoir les limites. L'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury. L'ingénieux Américain a remarqué, en effet, qu'entre le pôle sud et le 60e parallèle, la mer est couverte de glaces flottantes de dimensions énormes qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord. De ce fait, il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer, mais seulement sur les côtes. Suivant ces calculs, la masse des glaces qui enveloppent le pôle austral forme une vaste calotte dont la largeur doit atteindre 4000 kilomètres. Cependant, le Nautilus, par crainte d'échouer, s'était arrêté à 3 encablures d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches. Le canot fut lancé à la mer. Le capitaine, 2 de ses hommes portant les instruments, Conseil et moi, nous nous y embarquâmes. Il était 10 heures du matin. Je n'avais pas vu Ned Land. Le Canadien sans doute ne voulait pas se désavouer en présence du pôle Sud. Quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua. Au moment où Conseil allait sauter à terre, je le retins. « Monsieur, dis-je au capitaine Nemo, à vous l'honneur de mettre pied le premier sur cette terre. »« Oui, monsieur, » répondit le capitaine, « et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle, c'est que jusqu'ici, aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas. » Cela dit, il sauta légèrement sur le sable. Une vive émotion lui faisait battre le cœur. Il gravit un roc qui terminait en surplomb un petit promontoire, et là, les bras croisés, le regard ardent, immobile, muet, il sembla prendre possession de ces régions australes. Après 5 minutes passées dans cette extase, il se retourna vers nous. « Quand vous voudrez, monsieur !» me cria-t-il. Je débarquai, suivi de Conseil, laissant les 2 hommes dans le canot. Le sol sur un long espace présentait un tuf de couleur rougeâtre, comme s'il eût été fait de briques pilées. Des scories, des coulées de lave, des pierres ponces le recouvraient. On ne pouvait méconnaître son origine volcanique. En de certains endroits, quelques légères fumerolles dégageant une odeur sulfureuse attestaient que les feux intérieurs conservaient encore leur puissance expansive. Cependant, ayant gravi un haut escarpement, je ne vis aucun volcan dans un rayon de plusieurs milles. On sait que dans ces contrées antarctiques, James Ross a trouvé les cratères de l'Erebus et du Terror en pleine activité sur le 167e méridien et par 77 degrés 32 minutes de latitude. La végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte. Quelques lichens de l'espèce Usnea melanoxantha s'étalaient sur les roches noires. Certaines plantules microscopiques, des diatomées rudimentaires, sortes de cellules disposées entre 2 coquilles quartzeuses, de longs fucus pourpres et cramoisis, supportés sur de petites vessies natatoires et que le ressac jetait à la côte, composaient toute la maigre flore de cette région. Le rivage était parsemé de mollusques, de petites moules, de patelles, de buccardes lisses en forme de cœur, et particulièrement de clios au corps oblong et membraneux, dont la tête est formée de 2 lobes arrondis. Je vis aussi des myriades de ces clios boréales, longues de 3 centimètres, dont la baleine avale un monde à chaque bouchée.
Ces charmants ptéropodes, véritables papillons de la mer, animaient les eaux libres sur la lisière du rivage. Entre autres zoophytes apparaissaient dans les hauts fonds quelques arborescences coralligènes de celles qui, suivant James Ross, vivent dans les mers antarctiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Puis de petits alcyons appartenant à l'espèce Procellaria pelagica, ainsi qu'un grand nombre d'astéries particulières à ces climats et d'étoiles de mer qui constellaient le sol. Mais où la vie surabondait, c'était dans les airs. Là, volaient et voletaient par milliers des oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris. D'autres encombraient les roches, nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas. C'étaient des pingouins, aussi agiles et souples dans l'eau, où on les a confondus parfois avec de rapides bonites, qu'ils sont gauches et lourds sur terre. Ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses, sobres de gestes, mais prodigues de clameurs. Parmi les oiseaux, je remarquai des chionis de la famille des échassiers, gros comme des pigeons, blancs de couleur, le bec court et conique, l'œil encadré d'un cercle rouge. Conseil en fit provision, car ces volatiles convenablement préparés forment un mets agréable. Dans les airs passaient des albatros fuligineux d'une envergure de 4 mètres, justement appelés les vautours de l'océan, des pétrels gigantesques, entre autres des quebrantuesos aux ailes arquées, qui sont grands mangeurs de phoques, des damiers, sortes de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc, enfin toute une série de pétrels, les uns blanchâtres aux ailes bordées de brun, les autres bleus et spéciaux aux mers antarctiques. Ceux-là, si huileux, dis-je à Conseil, que les habitants des îles Féroé se contentent d'y adapter une mèche avant de les allumer. Un peu plus, répondit Conseil, ce seraient des lampes parfaites. Après ça, on ne peut exiger que la nature les ait préalablement munies d'une mèche. Après un demi-mille, le sol se montra tout criblé de nids de manchots, sortes de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux. Le capitaine Nemo en fit chasser plus tard quelques centaines, car leur chair noire est très mangeable. Ils poussaient des braiements d'âne. Ces animaux, de la taille d'une oie, ardoisés sur le corps, blancs en dessous et cravatés d'un liseré citron, se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à s'enfuir. Cependant, la brume ne se levait pas, et à 11 heures, le soleil n'avait point encore paru. Son absence ne laissait pas de m'inquiéter. Sans lui, pas d'observation possible. Comment déterminer alors si nous avions atteint le pôle? Lorsque je rejoignis le capitaine Nemo, je le trouvais silencieusement accoudé sur un morceau de roc et regardant le ciel. Il paraissait impatient, contrarié. Mais qu'y faire? Cet homme audacieux et puissant ne commandait pas au ciel comme à la mer. Midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant. On ne pouvait même reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume. Bientôt cette brume vint à se résoudre en neige. « À demain !» me dit simplement le capitaine, et nous regagnâmes le Nautilus au milieu des tourbillons de l'atmosphère. Pendant notre absence, les filets avaient été tendus, et j'observais avec intérêt les poissons que l'on venait de haler à bord. Les mers antarctiques servent de refuge à un très grand nombre de migrateurs qui fuient les tempêtes des zones moins élevées pour tomber, il est vrai, sous la dent des marsouins et des phoques. Je notai quelques côtes australes longs d'un décimètre, espèces de cartilagineux blanchâtres traversés de bandes livides et armés d'aiguillons, puis des chimères antarctiques, longues de 3 pieds, le corps très allongé, la peau blanche, argentée et lisse, la tête arrondie, le dos muni de 3 nageoires, le museau terminé par une trompe qui se recourbe vers la bouche. Je goûtai leur chair, mais je la trouvai insipide, malgré l'opinion de Conseil qui s'en accommoda fort. La tempête de neige dura jusqu'au lendemain. Il était impossible de se tenir sur la plate-forme. Du salon où je notais les incidents de cette excursion au continent polaire, j'entendais les cris des pétrels et des albatros qui se jouaient au milieu de la tourmente. Le Nautilus ne resta pas immobile, et prolongeant la côte, il s'avança encore d'une dizaine de milles au sud, au milieu de cette demi-clarté que laissait le soleil en rasant les bords de l'horizon. Le lendemain, 20 mars, la neige avait cessé. Le froid était un peu plus vif. Le thermomètre marquait 2 degrés au-dessous de zéro, les brouillards se levèrent, et j'espérais que ce jour-là, notre observation pourrait s'effectuer. Le capitaine Nemo n'ayant pas encore paru, le canot nous prit, Conseil et moi, et nous mit à terre. La nature du sol était la même, volcanique. Partout des traces de lave, de scories, de basalte,
sans que j'aperçusse le cratère qui les avait vomis. Ici comme là-bas, des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire. Mais cet empire, ils le partageaient alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs 12 yeux. C'étaient des phoques d'espèces diverses, les uns étendus sur le sol, les autres couchés sur des glaçons en dérive, plusieurs sortant de la mer ou y rentrant. Ils ne se sauvaient pas à notre approche, n'ayant jamais eu affaire à l'homme, et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires. Ma foi, dit Conseil, il est heureux que Ned Land ne nous ait pas accompagnés. Pourquoi cela, Conseil? Parce que l'enragé chasseur aurait tout tué? Tout c'est beaucoup dire. Mais je crois en effet que nous n'aurions pu empêcher notre ami le Canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques cétacés, ce qui eût désobligé le capitaine Nemo, car il ne verse pas inutilement le sang de bêtes inoffensives. Il a raison. Certainement, Conseil. Mais dis-moi, n'as-tu pas déjà classé ces superbes échantillons de la faune marine? Monsieur sait bien, répondit Conseil, que je ne suis pas très ferré sur la pratique. Quand monsieur m'aura appris le nom de ces animaux... Ce sont des phoques et des morses. De genre, qui appartiennent à la famille des pinnipèdes, se hâta de dire mon savant Conseil. Ordre des carnassiers, groupe des onguiculés, sous-classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés. Bien, Conseil, répondis-je. Mais ces deux genres, phoques et morses, se divisent en espèces, et si je ne me trompe, nous aurons ici l'occasion de les observer. Marchons. Il était 8 heures du matin. 4 heures nous restaient à employer jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé. Je dirigeai nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage. Là, je puis dire qu'à perte de vue autour de nous, les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins, et je cherchais involontairement du regard le vieux Protée, le mythologique pasteur qui gardait ces immenses troupeaux de Neptune. C'étaient particulièrement des phoques. Ils formaient des groupes distincts, mâles et femelles, le père veillant sur sa famille, la mère allaitant ses petits, quelques jeunes, déjà forts, s'émancipant à quelques pas. Lorsque ces mammifères voulaient se déplacer, ils allaient par petits sauts dus à la contraction de leur corps, et ils s'aidaient assez gauchement de leur imparfaite nageoire qui, chez le lamantin, leur congénère, forme un véritable avant-bras. Je dois dire que dans l'eau, leur élément par excellence, ces animaux à l'épine dorsale mobile, au bassin étroit, aux poils ras et serrés, aux pieds palmés, nagent admirablement. Au repos et sur terre, ils prenaient des attitudes extrêmement gracieuses. Aussi les anciens, observant leur physionomie douce, leur regard expressif que ne saurait surpasser le plus beau regard de femme, leurs yeux veloutés et limpides, leurs poses charmantes et les poétisant à leur manière, métamorphosèrent-ils les mâles en tritons et les femelles en sirènes. Je fis remarquer à Conseil le développement considérable des lobes cérébraux chez ces intelligents cétacés. Aucun mammifère, l'homme excepté, n'a la manière cérébrale plus riche. Aussi, les phoques sont-ils susceptibles de recevoir une certaine éducation, ils se domestiquent aisément, et je pense, avec certains naturalistes, que convenablement dressés, ils pourraient rendre de grands services comme chiens de pêche. La plupart de ces phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable. Parmi ces phoques proprement dits qui n'ont point d'oreille externe, différentes en cela des otaries dont l'oreille est saillante, j'observai plusieurs variétés de sténorynques, longs de 3 mètres, blancs de poils, à tête de bouledogue, armés de 10 dents à chaque mâchoire, 4 incisives en haut et en bas et 2 grandes canines découpées en forme de fleurs de lys. Entre eux se glissaient des éléphants marins, sortes de phoques à trompe courte et mobile, les géants de l'espèce, qui sur une circonférence de 20 pieds mesuraient une longueur de 10 mètres. Ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche. « Ce ne sont pas des animaux dangereux ?» me demanda Conseil. « Non, répondis-je, à moins qu'on ne les attaque. Lorsqu'un phoque défend son petit, sa fureur est terrible, et il n'est pas rare qu'il mette en pièces l'embarcation des pêcheurs. »« Il est dans son droit, » répliqua Conseil. « Je ne dis pas non. » 2 milles plus loin, nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud. Il tombait d'aplomb à la mer et écumait sous le ressac. Au-delà éclataient de formidables rugissements tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire. « Bon, fit Conseil, un concert de taureaux ?»« Non, dis-je, un concert de morses. »« Ils se battent ? » »« Ils se battent ou ils jouent. »« N'en déplaise à monsieur, il faut voir cela.
Il faut le voir, Conseil. Et nous voilà franchissant les roches noirâtres au milieu d'éboulements imprévus et sur des pierres que la glace rendait fort glissantes. Plus d'une fois, je roulais au détriment de mes reins. Conseil plus prudent ou plus solide ne bronchait guère et me relevait, disant si monsieur voulait avoir la bonté d'écarter les jambes, monsieur conserverait mieux son équilibre. Arrivé à l'arête supérieure du promontoire, j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morses. Ces animaux jouaient entre eux, c'étaient des hurlements de joie, non de colère. Les morses ressemblent aux phoques par la forme de leur corps et par la disposition de leurs membres, mais les canines et les incisives manquent à leur mâchoire inférieure, et quant aux canines supérieures, ce sont deux défenses longues de 80 centimètres qui en mesurent 33 à la circonférence de leur alvéole. Ces dents, faites d'un ivoire compact et sans stries, plus dur que celui des éléphants et moins prompt à jaunir, sont très recherchés. Aussi les morses sont-ils en butte à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier, puisque les chasseurs, massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes, en détruisent chaque année plus de 4000. En passant auprès de ces curieux animaux, je pus les examiner à loisir, car ils ne se dérangeaient pas. Leur peau était épaisse et rugueuse, d'un ton fauve tirant sur le roux, leur pelage court et peu fourni. Quelques-uns avaient une longueur de 4 mètres. Plus tranquilles et moins craintifs que leurs congénères du Nord, ils ne confiaient point à des sentinelles choisies le soin de surveiller les abords de leur campement. Après avoir examiné cette cité des morses, je songeais à revenir sur mes pas. Il était 11 heures, et si le capitaine Nemo se trouvait dans des conditions favorables pour observer, je voulais être présent à son opération. Cependant, je n'espérais pas que le soleil se montrât ce jour-là. Des nuages écrasés sur l'horizon le dérobaient à nos yeux. Il semblait que cet astre jaloux ne voulût pas révéler à des êtres humains ce point inabordable du globe. Cependant, je songeais à revenir vers le Nautilus. Nous suivîmes un étroit raidillon qui courait sur le sommet de la falaise. À 11h30, nous étions arrivés au point de débarquement. Le canot échoué avait déposé le capitaine à terre. Je l'aperçus, debout, sur un bloc de basalte. Ses instruments étaient près de lui. Son regard se fixait sur l'horizon du nord, près duquel le soleil décrivait alors sa courbe allongée. Je pris place auprès de lui et j'attendis sans parler. Midi arriva, et ainsi que la veille, le soleil ne se montra pas. C'était une fatalité. L'observation manquait encore. Si demain elle ne s'accomplissait pas, il faudrait renoncer définitivement à relever notre situation. En effet, nous étions précisément au 20 mars. Demain 21, jour de l'équinoxe, réfraction non comptée, le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour 6 mois, et avec sa disparition commencerait la longue nuit polaire. Depuis l'équinoxe de septembre, il avait émergé de l'horizon septentrional, s'élevant par des spirales allongées jusqu'au 21 décembre. À cette époque, solstice d'été de ces contrées boréales, il avait commencé à redescendre, et le lendemain il devait leur lancer ses derniers rayons. Je communiquai mes observations et mes craintes au capitaine Nemo. Vous avez raison, monsieur Aronnax, me dit-il. Si demain je n'obtiens la hauteur du soleil, je ne pourrai avant 6 mois reprendre cette opération. Mais aussi, précisément parce que les hasards de ma navigation m'ont amené le 21 mars dans ces mers, mon point sera facile à relever si, à midi, le soleil se montre à nos yeux. Pourquoi, capitaine? Parce que lorsque l'astre du jour décrit des spirales si allongées, il est difficile de mesurer exactement sa hauteur au-dessus de l'horizon, et les instruments sont exposés à commettre de graves erreurs. Comment procéderez-vous donc? Je n'emploierai que mon chronomètre, me répondit le capitaine Nemo. Si demain 21 mars, à midi, le disque du soleil en tenant compte de la réfraction est coupé exactement par l'horizon du nord, c'est que je suis au pôle sud. En effet, dis-je. Pourtant cette affirmation n'est pas mathématiquement rigoureuse, parce que l'équinoxe ne tombe pas nécessairement à midi. Sans doute, monsieur, mais l'erreur ne sera pas de 100 mètres et il ne nous en faut pas davantage. À demain, donc. Le capitaine Nemo retourna à bord. Conseil et moi, nous restâmes jusqu'à 5 heures à arpenter la plage, observant et étudiant. Je ne récoltais aucun objet curieux.
si ce n'est un œuf de pingouin, remarquable par sa grosseur et qu'un amateur eût payé plus de 1000 francs. Sa couleur Isabelle, les raies et les caractères qui l'ornaient comme autant d'hiéroglyphes en faisaient un bibelot rare. Je le remis entre les mains de Conseil, et le prudent garçon, aux pieds sûrs, le tenant comme une précieuse porcelaine de Chine, le rapporta intact au Nautilus. Là je déposai cet œuf rare sous une des vitrines du musée. Je soupais avec appétit d'un excellent morceau de foie de phoque dont le goût rappelait celui de la viande de porc, puis je me couchai, non sans avoir invoqué, comme un hindou, les faveurs de l'astre radieux. Le lendemain, 21 mars, dès 5 heures du matin, je montai sur la plate-forme. J'y trouvai le capitaine Nemo. « Le temps se dégage un peu, » me dit-il. « J'ai bon espoir. Après déjeuner, nous nous rendrons à terre pour choisir un poste d'observation. » Ce point convenu, j'allai trouver Ned Land. J'aurais voulu l'emmener avec moi. L'obstiné Canadien refusa, et je vis bien que sa taciturnité comme sa fâcheuse humeur s'accroissaient de jour en jour. Après tout, je ne regrettais pas son entêtement dans cette circonstance. Véritablement, il y avait trop de phoques à terre, et il ne fallait pas soumettre ce pêcheur irréfléchi à cette tentation. Le déjeuner terminé, je me rendis à terre. Le Nautilus s'était encore élevé de quelques milles pendant la nuit. Il était au large, à une grande lieue d'une côte que dominait un pic aigu de 4 à 500 mètres. Le canot portait avec moi le capitaine Nemo, 2 hommes de l'équipage et les instruments, c'est-à-dire un chronomètre, une lunette et un baromètre. Pendant notre traversée, je vis de nombreuses baleines qui appartenaient aux 3 espèces particulières aux mers australes. La baleine franche ou right whale des Anglais, qui n'a pas de nageoire dorsale, le humpback, baleinoptère à ventre plissé, aux vastes nageoires blanchâtres qui, malgré son nom, ne forment pourtant pas des ailes, et le finback, brun jaunâtre, le plus vif des cétacés. Ce puissant animal se fait entendre de loin lorsqu'il projette à une grande hauteur ses colonnes d'air et de vapeur qui ressemblent à des tourbillons de fumée. Ces différents mammifères s'ébattaient par troupes dans les eaux tranquilles, et je vis bien que ce bassin du pôle antarctique servait maintenant de refuge aux cétacés trop vivement traqués par les chasseurs. Je remarquai également de longs cordons blanchâtres de salpes, sortes de mollusques agrégés, et des méduses de grande taille qui se balançaient entre les remous des lames. À 9 heures, nous accostions à terre. Le ciel s'éclaircissait, les nuages fuyaient dans le sud, les brumes abandonnaient la surface froide des eaux. Le capitaine Nemo se dirigea vers le pic dont il voulait sans doute faire son observatoire. Ce fut une ascension pénible sur des laves aiguës et des pierres ponces, au milieu d'une atmosphère souvent saturée par les émanations sulfureuses des fumerolles. Le capitaine, pour un homme déshabitué de fouler la terre, gravissait les pentes les plus raides avec une souplesse, une agilité que je ne pouvais égaler et qu'eût envié un chasseur d'isards. Il nous fallut 2 heures pour atteindre le sommet de ce pic moitié porphyre, moitié basalte. De là, nos regards embrassaient une vaste mer qui, vers le nord, traçait nettement sa ligne terminale sur le fond du ciel. À nos pieds, des champs éblouissants de blancheur, sur notre tête, un pâle azur dégagé de brume. Au nord, le disque du soleil comme une boule de feu déjà écornée par le tranchant de l'horizon. Du sein des eaux s'élevaient en gerbes magnifiques des jets liquides par centaines. Au loin, le Nautilus, comme un cétacé endormi. Derrière nous, vers le sud et l'est, une terre immense, un amoncellement chaotique de rochers et de glaces dont on n'apercevait pas la limite. Le capitaine Nemo, en arrivant au sommet du pic, releva soigneusement sa hauteur au moyen du baromètre, car il devait en tenir compte dans son observation. À midi moins le quart, le soleil, vu alors par réfraction seulement, se montra comme un disque d'or et dispersa ses derniers rayons sur ce continent abandonné à ses mers que l'homme n'a jamais sillonné encore. Le capitaine Nemo, muni d'une lunette à réticule qui, au moyen d'un miroir, corrigea la réfraction, observa l'astre qui s'enfonçait peu à peu au-dessous de l'horizon en suivant une diagonale très allongée. Je tenais le chronomètre. Mon cœur battait fort. Si la disparition du demi-disque du soleil coïncidait avec le midi du chronomètre, nous étions au pôle même. « Midi !» m'écriai-je. « Le pôle sud !» répondit le capitaine Nemo d'une voix grave en me donnant la lunette qui montrait l'astre du jour, précisément coupé en 2 portions égales par l'horizon.
Je regardais les derniers rayons couronner le pic et les ombres montrer peu à peu sur ces rampes. En ce moment, le capitaine Nemo, appuyant sa main sur mon épaule, me dit « Monsieur, en 1600, le Hollandais Gerritk, entraîné par les courants et les tempêtes, atteignit 64 degrés de latitude sud et découvrit les New Shetland. En 1773, le 17 janvier, l'illustre Cook, suivant le 38e méridien, arriva par 67 degrés 30 minutes de latitude, et en 1774, le 30 janvier, sur le 109e méridien, il atteignit 71 degrés 15 minutes de latitude. En 1819, le Russe Bellinghausen se trouva sur le 69e parallèle et en 1821 sur le 66e par 111 degrés de longitude ouest. En 1820, l'Anglais Brunsfield fut arrêté sur le 65e degré. La même année, l'Américain Morel, dont les récits sont douteux, remontant sur le 42e méridien, découvrait la mer libre par 70 degrés 14 minutes de latitude. En 1825, l'Anglais Powell ne pouvait dépasser le 62e degré. La même année, un simple pêcheur de phoques, l'Anglais Weddell, s'élevait jusqu'à 72 degrés 14 minutes de latitude sur le 35e méridien et jusqu'à 74 degrés 15 minutes sur le 36e. En 1829, l'Anglais Forster, commandant le Chanticleer, prenait possession du continent antarctique par 63 degrés 26 minutes de latitude et 66 degrés 26 minutes de longitude. En 1831, l'Anglais Biscoe, le 1er février, découvrait la terre d'Enderby par 68 degrés 50 minutes de latitude. En 1832, le 5 février, la terre d'Adélaïde par 67 degrés de latitude. Et le 21 février, la terre de Graham par 64 degrés 45 minutes de latitude. En 1838, le Français Dumont d'Urville, arrêté devant la banquise par 62 degrés 57 minutes de latitude, relevait la terre Louis-Philippe. 2 ans plus tard, dans une nouvelle pointe au sud, il nommait par 66 degrés 30 minutes le 21 janvier la terre Adélie, et 8 jours après, par 64 degrés 40 minutes, la côte Clary. En 1838, l'Anglais Wilkes s'avançait jusqu'au 69e parallèle sur le 100e méridien. En 1839, l'Anglais Balény découvrit la terre Sabrina sur la limite du cercle polaire. Enfin, en 1842, l'Anglais James Ross, montant l'Erebus et le Terror, le 12 janvier, par 76 degrés 56 minutes de latitude et 171 degrés 7 minutes de longitude est, trouvait la terre Victoria. Le 23 du même mois, il relevait le 74e parallèle, le plus haut point atteint jusqu'alors. Le 27, il était par 76 degrés 8 minutes, le 28 par 77 degrés 32 minutes, le 2 février par 78 degrés 4 minutes, et en 1842, il revenait au 71e degré qu'il ne put dépasser. Eh bien moi, capitaine Nemo, ce 21 mars 1868, j'ai atteint le pôle sud, sur le 90e degré, et je prends possession de cette partie du globe égale au 6e des continents reconnus. Au nom de qui, capitaine? Au mien, monsieur. Et ce disant, le capitaine Nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine. Puis, se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchaient l'horizon de la mer, « Adieu, soleil !» s'écria-t-il. « Disparais, astre radieux, couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de 6 mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine. » Chapitre 15. Accident ou incident? Le lendemain 22 mars à 6 heures du matin, les préparatifs de départ furent commencés. Les dernières lueurs du crépuscule se fondaient dans la nuit. Le froid était vif. Les constellations resplendissaient avec une surprenante intensité. Au zénith brillait cette admirable croix du Sud, l'étoile polaire des régions antarctiques. Le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro, et quand le vent fraîchissait,
Ils causaient de piquantes morsures. Les glaçons se multipliaient sur l'eau libre. La mer tendait à se prendre partout. De nombreuses plaques noirâtres étalées à sa surface annonçaient la prochaine formation de la jeune glace. Évidemment, le bassin austral, gelé pendant les 6 mois de l'hiver, était absolument inaccessible. Que devenaient les baleines pendant cette période? Sans doute, elles allaient par-dessous la banquise chercher des mers plus praticables. Pour les phoques et les morses, habitués à vivre sous les plus durs climats, ils restaient sur ces parages glacés. Ces animaux ont l'instinct de creuser des trous dans les icefields et de les maintenir toujours ouverts. C'est à ces trous qu'ils viennent respirer. Quand les oiseaux, chassés par le froid, ont émigré vers le nord, ces mammifères marins demeurent les seuls maîtres du continent polaire. Cependant, les réservoirs d'eau s'étaient remplis et le Nautilus descendait lentement. À une profondeur de 1000 pieds, il s'arrêta. Son hélice battit les flots et il s'avança droit au nord avec une vitesse de 15 milles à l'heure. Vers le soir, il flottait déjà sous l'immense carapace glacée de la banquise. Les panneaux du salon avaient été fermés par prudence, car la coque du Nautilus pouvait se heurter à quelques blocs immergés. Aussi, je passai cette journée à mettre mes notes au net. Mon esprit était tout entier à ces souvenirs du pôle. Nous avions atteint ce point inaccessible sans fatigue, sans danger, comme si notre wagon flottant eût glissé sur les rails d'un chemin de fer. Et maintenant, le retour commençait véritablement. Me réserverait-il encore de pareilles surprises? Je le pensais tant la série des merveilles sous-marines est inépuisable. Cependant, depuis 5 mois et demi que le hasard nous avait jetés à ce bord, nous avions franchi 14 000 lieues, et sur ce parcours plus étendu que l'équateur terrestre, combien d'incidents, ou curieux ou terribles, avaient charmé notre voyage. La chasse dans les forêts de Crespo, l'échouement du détroit de Torrès, le cimetière de corail, les pêcheries de Ceylan, le tunnel arabique, les feux de Santorin, les millions de la baie du Vigo, l'Atlantide, le pôle sud. Pendant la nuit, tous ces souvenirs, passant de rêve en rêve, ne laissèrent pas mon cerveau sommeiller un instant. À 3 heures du matin, je fus réveillé par un choc violent. Je m'étais redressé sur mon lit et j'écoutais au milieu de l'obscurité quand je fus précipité brusquement au milieu de la chambre. Évidemment, le Nautilus donnait une bande considérable après avoir touché. Je m'accotai aux parois et je me traînai par les coursives jusqu'au salon qu'éclairait le plafond lumineux. Les meubles étaient renversés. Heureusement, les vitrines, solidement saisies par le pied, avaient tenu bon. Les tableaux de tribord sous le déplacement de la verticale se collaient aux tapisseries tandis que ceux de bâbord s'en écartaient d'un pied par leur bordure inférieure. Le Nautilus était donc couché sur tribord et de plus complètement immobile. À l'intérieur j'entendais un bruit de pas, des voix confuses, mais le capitaine Nemo ne parut pas. Au moment où j'allais quitter le salon, Ned Land et Conseil entrèrent. « Qu'y a-t-il » leur dis-je aussitôt. « Je venais le demander à monsieur, » répondit Conseil. « Mille diables » s'écria le Canadien. « Je le sais bien, moi. Le Nautilus a touché, et à en juger par l'agite qu'il donne, je ne crois pas qu'il s'en tire comme la première fois dans le détroit de Torrès. »« Mais au moins, demandai-je, est-il revenu à la surface de la mer ?»« Nous l'ignorons, » répondit Conseil. « Il est facile de s'en assurer, répondis-je. Je consultai le manomètre. À ma grande surprise, il indiquait une profondeur de 360 mètres. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» m'écriai-je. « Il faut interroger le capitaine Nemo, » dit Conseil. « Mais où le trouver ?» demanda Ned Land. « Suivez-moi, dis-je à mes 2 compagnons. Nous quittâmes le salon. Dans la bibliothèque, personne. À l'escalier central, au poste de l'équipage, personne. Je supposai que le capitaine Nemo devait être posté dans la cage du timonier. Le mieux était d'attendre. Nous revînmes tous 3 au salon. Je passerai sous silence les récriminations du Canadien. Il avait beau jeu pour s'emporter. Je le laissai exhaler sa mauvaise humeur tout à son aise sans lui répondre. Nous étions ainsi depuis 20 minutes, cherchant à surprendre les moindres bruits qui se produisaient à l'intérieur du Nautilus, quand le capitaine Nemo entra. Il ne sembla pas nous voir. Sa physionomie, habituellement si impassible, révélait une certaine inquiétude. Il observa silencieusement la boussole, le manomètre, et vint poser son doigt sur un point du planisphère, dans cette partie qui représentait les mers australes.
Je ne voulus pas l'interrompre. Seulement, quelques instants plus tard, lorsqu'il se tourna vers moi, je lui dis, en retournant contre lui une expression dont il s'était servi au détroit de Torrès, « Un incident, capitaine ?» « Non, monsieur, » répondit-il. « Un accident cette fois. »« Grave ? » ?»« Peut-être. »« Le danger est-il immédiat ? » ?»« Non. »« Le Nautilus s'est échoué ? » ?»« Oui. »« Et cet échouement est venu d'un caprice de la nature, non de l'impéritie des hommes. Pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres. Toutefois, on ne saurait empêcher l'équilibre de produire ses effets. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique. En somme, sa réponse ne m'apprenait rien. « Puis-je savoir, monsieur, lui demandai-je, quelle est la cause de cet accident ?»« Un énorme bloc de glace. Une montagne entière s'est retournée, me répondit-il. Lorsque les icebergs sont minés à leur base par des eaux plus chaudes ou par des chocs réitérés, leur centre de gravité remonte. Alors ils se retournent en grand, ils culbutent. C'est ce qui est arrivé. L'un de ces blocs, en se renversant, a heurté le Nautilus qui flottait sous les eaux. Puis, glissant sous sa coque et le relevant avec une irrésistible force, il l'a ramené dans des couches moins denses où il se trouve couché sur le flanc. Mais ne peut-on dégager le Nautilus en vidant ses réservoirs, de manière à le remettre en équilibre ? C'est ce qui est fait en ce moment, monsieur. Vous pouvez entendre les pompes fonctionner. Voyez l'aiguille du manomètre, elle indique que le Nautilus remonte, mais le bloc de glace remonte avec lui, et jusqu'à ce qu'un obstacle arrête son mouvement ascensionnel, notre position ne sera pas changée. En effet, le Nautilus donnait toujours la même bande sur tribord. Sans doute il se redresserait lorsque le bloc s'arrêterait lui-même. Mais à ce moment, qui sait si nous n'aurions pas heurté la partie supérieure de la banquise, si nous ne serions pas effroyablement pressés entre les deux surfaces glacées. Je réfléchissais à toutes les conséquences de cette situation. Le capitaine Nemo ne cessait d'observer le manomètre. Le Nautilus, depuis la chute de l'iceberg, avait remonté de 150 pieds environ, mais il faisait toujours le même angle avec la perpendiculaire. Soudain, un léger mouvement se fit sentir dans la coque. Évidemment, le Nautilus se redressait un peu. Les objets suspendus dans le salon reprenaient sensiblement leur position normale. Les parois se rapprochaient de la verticalité. Personne de nous ne parlait. Le cœur ému, nous observions, nous sentions le redressement. Le plancher redevenait horizontal sous nos pieds. 10 minutes s'écoulèrent. « Enfin, nous sommes droits !» m'écriai-je. « Oui, » dit le capitaine Nemo se dirigeant vers la porte du salon. « Mais flotterons-nous » lui demandai-je. « Certainement, » répondit-il, « puisque les réservoirs ne sont pas encore vidés et que, vidé, le Nautilus devra remonter à la surface de la mer. » Le capitaine sortit et je vis bientôt que par ses ordres, on avait arrêté la marche ascensionnelle du Nautilus. En effet, il aurait bientôt heurté la partie inférieure de la banquise et mieux valait le maintenir entre deux eaux. « Nous l'avons échappé belle, » dit alors Conseil. « Oui, nous pouvions être écrasés entre ces blocs de glace, ou tout au moins emprisonnés, et alors, faute de pouvoir renouveler l'air, oui, nous l'avons échappé belle. »« Si c'est fini, » murmura Ned Land. Je ne voulus pas entamer avec le Canadien une discussion sans utilité et je ne répondis pas. D'ailleurs, les panneaux s'ouvrirent en ce moment et la lumière extérieure fit irruption à travers la vitre dégagée. Nous étions en pleine eau, ainsi que je l'ai dit, mais à une distance de 10 mètres sur chaque côté du Nautilus s'élevait une éblouissante muraille de glace. Au-dessus et au-dessous, même muraille. Au-dessus, parce que la surface inférieure de la banquise se développait comme un plafond immense, au-dessous, parce que le bloc, culbuté, ayant glissé peu à peu, avait trouvé sur les murailles latérales 2 points d'appui qui le maintenaient dans cette position. Le Nautilus était emprisonné dans un véritable tunnel de glace, d'une largeur de 20 mètres environ, rempli d'une eau tranquille. Il lui était donc facile d'en sortir en marchant soit en avant, soit en arrière, et de reprendre ensuite, à quelques centaines de mètres plus bas, un libre passage sous la banquise. Le plafond lumineux avait été éteint, et cependant le salon resplendissait d'une lumière intense. C'est que la puissante réverbération des parois de la glace y renvoyait violemment les nappes du fanal.
Je ne saurais peindre l'effet des rayons voltaïques sur ces grands blocs capricieusement découpés, dont chaque angle, chaque arête, chaque facette jetait une lueur différente, suivant la nature des veines qui couraient dans la glace. Mine éblouissante de gemmes, et particulièrement de saphirs qui croisaient leur jet bleu avec le jet vert des émeraudes. Çà et là des nuances opalines d'une douceur infinie couraient au milieu de points ardents, comme autant de diamants de feu dont l'œil ne pouvait soutenir l'éclat. La puissance du fanal était centuplée, comme celle d'une lampe à travers les lames lenticulaires d'un phare de premier ordre. « Que c'est beau! Que c'est beau !» s'écria Conseil. « Oui, dis-je, c'est un admirable spectacle, n'est-ce pas, Ned ?»« Ah, mille diables, oui !» riposta Ned Land. « C'est superbe! Je rage d'être forcé d'en convenir. On n'a jamais rien vu de pareil. Mais ce spectacle-là pourra nous coûter cher. Et s'il faut tout dire, je pense que nous voyons ici des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme. » Ned avait raison. C'était trop beau. Tout à coup, un cri de Conseil me fit retourner. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Que monsieur ferme les yeux, que monsieur ne regarde pas !» Conseil, se disant, appliquait vivement ses mains sur ses paupières. « Mais qu'as-tu, mon garçon ? Je suis ébloui, aveuglé !» Mes regards se portèrent involontairement vers la vitre, mais je ne pus supporter le feu qui la dévorait. Je compris ce qui s'était passé. Le Nautilus venait de se mettre en marche à grande vitesse. Tous les éclats tranquilles des murailles de glace s'étaient alors changés en raies fulgurantes. Les feux de ces myriades de diamants se confondaient. Le Nautilus, emporté par son hélice, voyageait dans un fourreau d'éclairs. Les panneaux du salon se refermèrent alors. Nous tenions nos mains sur nos yeux tout imprégnés de ces lueurs concentriques qui flottent devant la rétine lorsque les rayons solaires l'ont trop violemment frappé. Il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards. Enfin, nos mains s'abaissèrent. « Ma foi, je ne l'aurais jamais cru, » dit Conseil. « Et moi, je ne le crois pas encore, » riposta le Canadien. « Quand nous reviendrons sur terre, » ajouta Conseil, « blasés sur tant de merveilles de la nature, que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes? Non, le monde habité n'est plus digne de nous. » De telles paroles dans la bouche d'un impassible flamand montrent à quel degré d'ébullition était monté notre enthousiasme. Mais le Canadien ne manqua pas d'y jeter sa goutte d'eau froide. « Le monde habité !» dit-il en secouant la tête. « Soyez tranquille, ami Conseil, nous n'y reviendrons pas. » Il était alors 5 heures du matin. En ce moment, un choc se produisit à l'avant du Nautilus. Je compris que son éperon venait de heurter un bloc de glace. Ce devait être une fausse manœuvre, car ce tunnel sous-marin, obstrué de blocs, n'offrait pas une navigation facile. Je pensais donc que le capitaine Nemo, modifiant sa route, tournerait ces obstacles ou suivrait les sinuosités du tunnel. En tout cas, la marche en avant ne pouvait être absolument enrayée. Toutefois, contre mon attente, le Nautilus prit un mouvement rétrograde très prononcé. « Nous revenons en arrière ?» dit Conseil. « Oui, répondis-je. Il faut que de ce côté le tunnel soit sans issue. »« Et alors ?»« Alors, dis-je, la manœuvre est bien simple. Nous retournerons sur nos pas et nous sortirons par l'orifice sud, voilà tout. » En parlant ainsi, je voulais paraître plus rassuré que je ne l'étais réellement. Cependant, le mouvement rétrograde du Nautilus s'accélérait, et marchant à contre-hélice, il nous entraînait avec une grande rapidité. « Ce sera un retard, » dit Ned. « Qu'importe, quelques heures de plus ou de moins, pourvu qu'on sorte. »« Oui, » répéta Ned Land, « pourvu qu'on sorte. » Je me promenais pendant quelques instants du salon à la bibliothèque. Mes compagnons, assis, se taisaient. Je me jetai bientôt sur un divan, et je pris un livre que mes yeux parcoururent machinalement. Un quart d'heure après, Conseil, s'étant approché de moi, me dit « Est-ce bien intéressant ce que lit monsieur ?»« Très intéressant, répondis-je. »« Je le crois. C'est le livre de monsieur que lit monsieur. »« Mon livre ?» En effet, je tenais à la main l'ouvrage des grands fonds sous-marins. Je ne m'en doutais même pas. Je fermai le livre et repris ma promenade. Ned et Conseil se levèrent pour se retirer. « Restez, mes amis, » dis-je en les retenant. « Restons ensemble jusqu'au moment où nous serons sortis de cette impasse. »« Comme il plaira à monsieur, » répondit Conseil. Quelques heures s'écoulèrent. J'observais souvent les instruments suspendus à la paroi du salon. Le manomètre indiquait que le Nautilus se maintenait à une profondeur constante de 300 mètres.
la boussole qu'il se dirigeait toujours au sud, le loch qu'il marchait avec une vitesse de 20 000 à l'heure, vitesse excessive dans un espace aussi resserré. Mais le capitaine Nemo savait qu'il ne pouvait trop se hâter, et qu'alors les minutes valaient des siècles. À 8h25, un second choc eut lieu. À l'arrière cette fois. Je pâlis. Mes compagnons s'étaient rapprochés de moi. J'avais saisi la main de Conseil. Nous nous interrogions du regard, et plus directement que si les mots eussent interprété notre pensée. En ce moment, le capitaine entra dans le salon. J'allai à lui. « La route est barrée au sud ?» lui demandai-je. « Oui, monsieur. L'iceberg, en se retournant, a fermé toute issue. »« Nous sommes bloqués ?»« Oui. » Chapitre 16. Faute d'air. Ainsi, autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous, un impénétrable mur de glace, nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras. Il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, il y a deux manières de mourir dans les conditions où nous sommes. » Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves. « La première, reprit-il, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim, car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous. Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie. »« Quant à l'asphyxie, capitaine, répondis-je, elle n'est pas à craindre, car nos réservoirs sont pleins. »« Juste, reprit le capitaine Nemo, mais ils ne donneront que 2 jours d'air. Or, voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les eaux, et déjà l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. »« Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. »« Nous le tenterons, du moins, en perçant la muraille qui nous entoure. »« De quel côté ? demandai-je. »« C'est ce que la sonde nous apprendra. Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur, et mes hommes, revêtus de scaphandres, attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. Peut-on ouvrir les panneaux du salon ? Sans inconvénient, nous ne marchons plus. » Le capitaine Nemo sortit. Bientôt des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. « Mes amis, dis-je, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et sur votre énergie. »« Monsieur, me répondit le Canadien, ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. »« Bien, Ned, dis-je en tendant la main au Canadien. « J'ajouterai, reprit-il, qu'habile à manier le pic comme le harpon, si je puis être utile au capitaine, il peut disposer de moi. »« Il ne refusera pas votre aide. Venez, Ned. » Je conduisis le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient leurs scaphandres. Je fis part au capitaine de la proposition de Ned, qui fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail. Chacun d'eux portait sur son dos l'appareil Rouquayrol auquel les réservoirs avaient fourni un large contingent d'air pur. Emprunt inconsidérable mais nécessaire, fait à la réserve du Nautilus. Quant aux lampes Ruhmkorff, elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques. Lorsque Ned fut habillé, je rentrai dans le salon dont les vitres étaient découvertes, et posté près de Conseil, j'examinais les couches ambiantes qui supportaient le Nautilus. Quelques instants après, nous voyions une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace, et parmi eux Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Avant de procéder au creusement des murailles, il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux. De longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales, mais après 15 mètres, elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille. Il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante, puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de 400 mètres de hauteur. Le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure. Là, 10 mètres de parois nous séparaient de l'eau. Telle était l'épaisseur de cet icefield.
Dès lors, il s'agissait d'en découper un morceau égal en superficie à la ligne de flottaison du Nautilus. C'était environ 6500 mètres cubes à détacher, afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace. Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté. Au lieu de creuser autour du Nautilus, ce qui eût entraîné de plus grandes difficultés, le capitaine Nemo fit dessiner l'immense fosse à 8 mètres de sa hanche de bâbord. Puis, ses hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence. Bientôt, le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte et de gros blocs furent détachés de la masse. Par un curieux effet de pesanteur spécifique, ces blocs, moins lourds que l'eau, s'envolaient pour ainsi dire à la voûte du tunnel qui s'épaississait par le haut de ce dont il diminuait par le bas. Mais peu importait, du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous nous joignîmes, Conseil et moi. Le second du Nautilus nous dirigeait. L'eau me parut singulièrement froide, mais je me réchauffai promptement en maniant le pic. Mes mouvements étaient très libres, bien qu'ils se produisissent sous une pression de 30 atmosphères. Quand je rentrai, après 2 heures de travail, pour prendre quelque nourriture et quelque repos, je trouvai une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rouquayrol et l'atmosphère du Nautilus, déjà chargée d'acide carbonique. L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures, et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies. Cependant, en un laps de 12 heures, nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'1 mètre sur la superficie dessinée, soit environ 600 mètres cubes. En admettant que le même travail fût accompli par 12 heures, il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. 5 nuits et 4 jours, dis-je à mes compagnons, et nous n'avons que 2 jours d'air dans les réservoirs. Sans compter, répliqua Ned, qu'une fois sortis de cette damnée prison, nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère. Réflexion juste. Qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance? L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qu'il renfermait? La situation paraissait terrible, mais chacun l'avait envisagée en face, et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Suivant mes prévisions, pendant la nuit, une nouvelle tranche d'1 mètre fut enlevée à l'immense alvéole, mais le matin, quand revêtu de mon scaphandre je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés au-dessous de zéro, je remarquai que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu. Les couches d'eau éloignées de la fosse, que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils, marquaient une tendance à se solidifier. En présence de ce nouveau et imminent danger, que devenaient nos chances de salut, et comment empêcher la solidification de ce milieu liquide qui eût fait éclater comme du verre les parois du Nautilus? Je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes 2 compagnons. À quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage? Mais lorsque je fus revenu à bord, je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication. « Je le sais, me dit-il de ce ton calme que ne pouvaient modifier les plus terribles conjonctures. C'est un danger de plus, mais je ne vois aucun moyen d'y parer. La seule chance de salut, c'est d'aller plus vite que la solidification. Il s'agit d'arriver premier, voilà tout. » Arriver premier. Enfin, j'aurais dû être habitué à ces façons de parler. Cette journée, pendant plusieurs heures, je maniai le pic avec opiniâtreté. Ce travail me soutenait. D'ailleurs, travailler, c'était quitter le Nautilus, c'était respirer directement cet air pur emprunté au réservoir et fourni par les appareils. C'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée. Vers le soir, la fosse s'était encore creusée d'1 mètre. Quand je rentrai à bord, je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé. Ah! Que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère? L'oxygène ne nous manquait pas. Toute cette eau en contenait une quantité considérable, et en la décomposant par nos puissantes piles, elle nous eût restitué le fluide vivifiant. J'y avais bien songé. Mais à quoi bon?
puisque l'acide carbonique produit de notre respiration avait envahi toutes les parties du navire. Pour l'absorber, il eût fallu remplir des récipients de potasse caustique et les agiter incessamment. Or, cette matière manquait à bord, et rien ne pouvait la remplacer. Ce soir-là, le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus. Sans cette précaution, nous ne nous serions pas réveillés. Le lendemain, 26 mars, je repris mon travail de mineur en entamant le 5e mètre. Les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement. Il était évident qu'elle se rejoindrait avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager. Le désespoir me prit un instant. Mon pic fut près de s'échapper de mes mains. À quoi bon creuser, si je devais périr étouffé, écrasé par cette eau qui se faisait pierre, un supplice que la férocité des sauvages n'eût même pas inventé. Il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement. En ce moment, le capitaine Nemo, dirigeant le travail, travaillant lui-même, passa près de moi. Je le touchai de la main et lui montrai les parois de notre prison. La muraille de tribord s'était avancée à moins de 4 mètres de la coque du Nautilus. Le capitaine me comprit et me fit signe de le suivre. Nous rentrâmes à bord. Mon scaphandre ôté, je l'accompagnai dans le salon. « Monsieur Aronnax, me dit-il, il faut tenter quelque héroïque moyen ou nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment. » « Oui, dis-je, mais que faire ?»« Ah, s'écria-t-il, si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans être écrasé. »« Eh bien ?» demandai-je, ne saisissant pas l'idée du capitaine. « Ne comprenez-vous pas, reprit-il, que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide? Ne voyez-vous pas que par sa solidification, elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent comme elle fait, en se gelant, éclater les pierres les plus dures? Ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction? Oui, capitaine, peut-être, mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus, il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle. Je le sais, monsieur. Il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature, mais sur nous-mêmes. Il faut s'opposer à cette solidification, il faut l'enrayer. Non seulement les parois latérales se resserrent, mais il ne reste pas 10 pieds d'eau à l'avant ou à l'arrière du Nautilus. La congélation nous gagne de tous les côtés. Combien de temps, demandai-je, l'air des réservoirs nous permettra-t-il de respirer à bord? Le capitaine me regarda en face. Après-demain, dit-il, les réservoirs seront vides. Une sueur froide m'envahit. Et cependant, devais-je m'étonner de cette réponse? Le 22 mars, le Nautilus s'était plongé sous les eaux libres du pôle. Nous étions au 26. Depuis 5 jours, nous vivions sur les réserves du bord, et ce qui restait d'air respirable, il fallait le conserver aux travailleurs. Au moment où j'écris ces choses, mon impression est tellement vive encore qu'une terreur involontaire s'empare de tout mon être, et que l'air semble manquer à mes poumons. Cependant, le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Visiblement une idée lui traversait l'esprit, mais il paraissait la repousser. Il se répondait négativement à lui-même. Enfin, ces mots s'échappèrent de ses lèvres. « L'eau bouillante » murmura-t-il. « L'eau bouillante » m'écriai-je. « Oui, monsieur. Nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par les pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient-ils pas sa congélation? Il faut l'essayer, dis-je résolument. Essayons, monsieur le professeur. Le thermomètre marquait alors -7 degrés à l'extérieur. Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation. Ils se chargèrent d'eau, et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide. En quelques minutes, cette eau avait atteint 100 degrés. Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure. La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide, puisée à la mer,
après avoir seulement traversé les appareils, arrivait bouillante au corps de pompe. L'injection commença, et 3 heures après, le thermomètre marquait extérieurement 6 degrés au-dessous de zéro. C'était 1 degré de gagné. 2 heures plus tard, le thermomètre n'en marquait que 4. Nous réussirons, dis-je au capitaine, après avoir suivi et contrôlé par de nombreuses remarques les progrès de l'opération. Je le pense, me répondit-il. Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. Pendant la nuit, la température de l'eau remonta à 1 degré au-dessous de zéro. Les injections ne purent la porter à un point plus élevé. Mais comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins 2 degrés, je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification. Le lendemain, 27 mars, 6 mètres de glace avaient été arrachés de l'alvéole. 4 mètres seulement restaient à enlever. C'était encore 48 heures de travail. L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus. Aussi, cette journée alla-t-elle toujours en empirant. Une lourdeur intolérable m'accabla. Vers 3 heures du soir, ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent. Des bâillements me disloquaient les mâchoires. Mes poumons haletaient en cherchant ce fluide comburant, indispensable à la respiration et qui se raréfiait de plus en plus. Une torpeur morale s'empara de moi. J'étais étendu, sans force, presque sans connaissance. Mon brave Conseil, pris des mêmes symptômes, souffrant des mêmes souffrances, ne me quittait pas. Il me prenait la main, il m'encourageait, et je l'entendais encore murmurer « Ah, si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur !» Les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi. Si notre situation, à tous, était intolérable à l'intérieur, avec quelle hâte, avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour. Les pics résonnaient sur la couche glacée. Les bras se fatiguaient, les mains s'écorchaient, mais qu'étaient ces fatigues, qu'importaient ces blessures? L'air vital arrivait aux poumons, on respirait, on respirait. Et cependant, personne ne prolongeait au-delà du temps voulu son travail sous les eaux. Sa tâche accomplie, chacun remettait à ses compagnons haletants le réservoir qui devait lui verser la vie. Le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline. L'heure arrivée, il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord, toujours calme, sans une défaillance, sans un murmure. Ce jour-là, le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore. 2 mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie. 2 mètres seulement nous séparaient de la mer libre. Mais les réservoirs étaient presque vides d'air. Le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs. Pas un atome pour le Nautilus. Lorsque je rentrai à bord, je fus à demi suffoqué. Quelle nuit! Je ne saurais la peindre. De telles souffrances ne peuvent être décrites. Le lendemain, ma respiration était oppressée. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre. Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes. Quelques hommes de l'équipage râlaient. Ce jour-là, le 6e de notre emprisonnement, le capitaine Nemo, trouvant trop lent la pioche et le pic, résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide. Cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie. Il domptait par sa force morale les douleurs physiques. Il pensait, il combinait, il agissait. D'après son ordre, le bâtiment fut soulagé, c'est-à-dire soulevé de la couche glacée par un changement de pesanteur spécifique. Lorsqu'il flotta, on le hala de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison. Puis, ses réservoirs d'eau s'emplissant, il descendit et s'emboîta dans l'alvéole. En ce moment, tout l'équipage rentra à bord, et la double porte de communication fut fermée. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas 1 mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouée en 1000 endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand, et 100 mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de 100 000 kilogrammes le poids du Nautilus. Nous attendions, nous écoutions, oubliant nos souffrances, espérant encore.
Nous jouions notre salut sur un dernier coup. Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête, j'entendis